Et si on se demandait comment la langue des signes est-elle née? Quand on pense aux langues, on imagine presque toujours des mots, écrits ou parlés. Mais il existe un monde linguistique, visuel, gestuel, riche et vivant. Celui des langues des signes. Aujourd'hui, elles sont reconnues comme de vraies langues à part entière, avec leur grammaire, leur poésie et leur humour. Mais comment sont-elles nées? Comment un moyen de communication marginal, longtemps ignoré, est-il devenu une langue complète, parlée par des millions de personnes dans le monde? Les signes avant la langue. Les gestes pour communiquer existent depuis toujours. Dans l'Antiquité, certains philosophes grecs s'intéressaient déjà aux sourds et à leur façon de s'exprimer par signes. Mais pendant des siècles, la surdité a été vue comme un handicap insurmontable. On pensait que sans voix, on ne pouvait pas penser, ni apprendre. Les sourds vivaient souvent isolés, communiquant uniquement avec leur famille, à travers des gestes improvisés. Il n'existait pas encore de langue partagée. C'est au XVIIIe siècle que tout change. À Paris, un prêtre, l'abbé de l'Épée, rencontre deux sœurs sourdes qui utilisent des signes pour se comprendre. Il comprend qu'il ne s'agit pas seulement de gestes isolés, mais d'un système avec ses propres règles. L'abbé décide alors de créer une méthode d'enseignement pour les sourds. Il fonde la première école publique pour enfants sourds en 1760. Son approche est révolutionnaire. Il utilise la langue des signes comme base pour l'éducation, au lieu de l'interdire. Rapidement, ses élèves développent entre eux une véritable langue, plus riche, plus structurée. C'est la naissance de ce qu'on appellera plus tard la langue des signes française. Le modèle de l'abbé de l'Épée inspire d'autres pays. Aux États-Unis, au début du XIXe siècle, un jeune sourd français, Laurent Clerc, part enseigner à Hartford, dans le Connecticut. Avec un pasteur américain, il fonde en 1817 la première école pour sourds du pays. C'est là que naît l'American Sign Language, directement inspirée de la LSF, langue des signes française, mais enrichie de signes locaux. Aujourd'hui encore, la LSF et l'ASL partagent une grande partie de leur vocabulaire. Peu à peu, chaque pays voit émerger sa propre langue des signes. La BSL en Grande-Bretagne, la LIS en Italie, la JSL au Japon. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, elles ne sont pas universelles. Chaque langue des signes a sa grammaire et son lexique. Mais cette naissance n'a pas été un long fleuve tranquille. Au XIXe siècle, un mouvement dit oraliste prend le dessus. On estime que les sourds doivent parler et lire sur les lèvres plutôt qu'utiliser les signes. En 1880, au congrès de Milan, les éducateurs entérinent cette idée. La langue des signes est bannie dans de nombreuses écoles, considérée comme un obstacle à l'intégration. Résultat, des générations entières de sourds sont punies, empêchées de signer, contraintes d'apprendre à parler. Mais malgré ces interdits, la langue des signes survit, transmise clandestinement, entre élèves, entre familles. Elle reste vivante, car elle est nécessaire. Au XXe siècle, les linguistes commencent enfin à étudier sérieusement les langues des signes. Dans les années 1960, un chercheur américain, William Stokoe, démontre que l'ASL possède une grammaire complète, avec des règles aussi complexes que l'anglais. Ce n'est pas un mime, pas un code, c'est une langue véritable. Depuis, la reconnaissance progresse. En France, la LSF est officiellement reconnue comme langue à part entière en 2005. Dans le monde entier, les langues des signes gagnent en visibilité. À l'école, au théâtre et même dans les médias. Aujourd'hui, elles ne sont plus seulement un outil pour les sourds. Elles sont aussi un champ d'expression culturelle, artistique et un rappel que la communication peut prendre 1000 formes. L'histoire de la langue des signes, c'est l'histoire d'une langue née d'un besoin vital, réprimée mais toujours transmise. C'est une histoire de résistance et de créativité. Et c'est aussi une leçon. Une langue n'a pas besoin de son pour exister. Elle a besoin d'une communauté, d'une culture et d'un désir de partager le monde. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes.